a long way, but go because I gotta find my way. The Lord need to stand up, get the better warning, which makes me know where is the line, what's left to be done. Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureuse de vous accueillir pour le dernier numéro de votre matinale Quinquiliba. Eh bien, ce vendredi, en plateau, vous retrouverez Laura pour la chronique culture. Nous parlerons sport également avec Abdulaziz Ban. On reviendra notamment sur les principaux rendez-vous sportifs du week-end. Deux invités en plateau. Dans un petit moment, Alioune Badara Kane vous présentera leurs différents profils. Mais vous le savez, vous pouvez intervenir tout au long de cette émission sur nos différentes plateformes digitales et notamment sur la page Facebook RTS1. Nous attendons évidemment vos questions et commentaires ce matin également. Dans cette émission, nos capsules habituelles, c'est la gym avec le coach Tandara, le bulletin météo avec nos partenaires de la Nassim et après 7h30, le bulletin d'info de Quinquiliba, le tout en images. Le sommaire est à présent complet. Dans un petit moment, je vous retrouve en plateau avec toute l'équipe, bien évidemment. Je vous propose maintenant et tout de suite de découvrir les prévisions de ce vendredi 26 avril 2024. Et l'on se retrouve juste après pour la suite. Bon début de journée à toutes et à tous et surtout, merci de choisir Quinquiliba sur la une. À tout de suite. Toujours un plaisir de vous retrouver, chers amis téléspectateurs, pour votre bulletin météo de la Nassim. Nous allons démarrer ce bulletin avec un avis de vent fort, vent qui va momentanément être très fort, pouvant dépasser jusqu'à 40 km par heure et qui sera donc de mise sur l'ensemble du littoral sénégalais, valable à partir du vendredi 26 avril à 18h jusqu'au dimanche 28 avril à 23h. Donc, au niveau de l'animation satellite, nous verrons qu'un ciel plutôt peu nuagé est attendu au courant de la journée. Des moments d'éclaircie qui pourraient être notés sur l'ensemble du pays avec des vents qui vont toujours souffler depuis le nord-ouest sur les localités proches de la côte, donc les alizés maritimes. Et un vent d'harmattan, un vent d'est plutôt chaud qui va intéresser les localités est du pays. En termes de prévision au courant de cette journée, c'est une forte chaleur qui sera progressivement sensible depuis l'est du pays allant vers le centre. Des températures qui vont y dépasser 44 degrés majoritairement jusqu'à atteindre 45 degrés, voire 46 entre Kaffrine et Bakel. Et vers l'ouest du pays, entre Dakar et Mbour, nous aurons des températures qui vont rester en dessous de 30 degrés, dont Dakar qui aura exactement 26 degrés comme température maximale au courant de cette journée. Donc, chers téléspectateurs, on vous rappelle cet avis de vent fort, vent qui va toujours être sur l'ensemble de la côte sénégalaise, qui commencera donc à partir du vendredi 26 avril jusqu'au dimanche 28 avril à 23h. Pour rappel, ce vent va dépasser 40 km par heure. Donc, vigilance est de mise par rapport à cet avis pour ce phénomène extrême sur nos côtes. En termes de chaleur, nous aurons toujours une sensation de plus en plus marquée sur le pays, avec des températures carrément extrêmes attendues dans les localités est, mais aussi par endroits au sud du pays. Toujours un temps plutôt clément, voire doux, attendu au niveau de la capitale sénégalaise, avec Mbour également qui aura donc 29 degrés au courant de ce vendredi. C'en est tout pour votre bulletin, chers amis téléspectateurs. Nous vous invitons donc à suivre l'information météorologique en provenance de la Nassim à travers les réseaux que voici. Et vous donnons rendez-vous demain à la même heure. Et d'ici là, portez-vous bien.
Bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant, bienvenue chez nous. Très heureuse encore une fois de vous retrouver, je l'ai dit en introduction, pour le dernier numéro de la semaine. L'équipe me rejoint en plateau maintenant, Alioune Badara Kane, notre invité, le premier pour cette première partie, bien évidemment, Laura également et Abdoulaziz Ban. L'équipe s'installe donc. En attendant, eh bien, je vous propose d'aller en salle avec le coach Tandara qui était en plateau hier avec nous. C'est l'heure de la gym sur votre matinale. Vous restez avec nous. À tout de suite. Mesdames, Messieurs, bonjour à tous. Notre dernière capsule de la semaine, alors là, sera consacrée surtout, eh bien, à ce que vous savez bien, mesdames et messieurs, il s'agit bien sûr du challenge. Alors, le challenge du vendredi, et naturellement, ça va très très vite, ce challenge du vendredi. Alors, aujourd'hui, ce sera avec ce travail, évidemment, eh bien, on va utiliser les haltères. Hein. Alors, dommage, ils ne sont pas là aujourd'hui avec nous, Tamsir et Idi, les deux jumeaux qui, aujourd'hui, en tout cas, nous les saluons tous les deux, puisque, évidemment, ils nous ont quittés le jeudi. C'était donc lors de l'avant-dernière capsule de la semaine. Mais merci à eux. Alors, mesdames et messieurs, je vais laisser donc le coach Bou nous présenter l'exercice et après, on va revenir. Bonjour, mesdames et messieurs. Nous voici en fin de semaine. Donc, on va très rapidement vous présenter notre challenge du vendredi. Comme d'habitude, du challenge, aujourd'hui, on va l'utiliser avec les haltères. Donc, on va faire des exercices de biceps, on va faire des exercices de burpees et en même temps des push-ups. Très rapidement, on va augmenter le niveau d'intensité de travail pour avoir ce qu'on appelle notre challenge du vendredi. Si vous êtes un très bon sportif, je vous l'offre ce challenge, vous pouvez le faire à la maison. On se donne très rapidement le rendez-vous dans l'exécution. Notre challenge du vendredi, mesdames et messieurs, je vous le disais tout à l'heure, eh bien, ça va aller très vite et de manière assez ramassée. Le travail avec les haltères, regardez ici le coach Bou, évidemment avec les pompes, si vous le voulez bien, les appuis faciaux, mais là, évidemment, assorti du mouvement pour le travail des biceps. Alors, on revient au niveau de la poitrine avec les pompes et toujours avec le travail haltère. Allez, regardez cette position. Elle est magnifique, hein, avec le coach Bou. Alors, ça revient avec les haltères, mais là, ce sera en position, évidemment, du travail des avant-bras. Alors, comme ceci. Allez, je vous le disais de manière assez ramassée, l'exercice est terminé, c'est le challenge du vendredi, puisque ça va aller très très vite, et c'est allé très vite d'ailleurs, mesdames et messieurs. Alors sur ce, le coach Bou, alors préparez-vous, la parole à vous dans quelques instants. C'était juste notre challenge, vous avez vu, c'est parti très très rapidement et on en profite pour vous dire un très bon VSD à vous qui nous suivez, les grands sportifs, les challengers. Je vous l'offre pour en fin de semaine. Merci à vous et on se donne le rendez-vous la semaine prochaine, Inch'Allah. Voilà, merci, mesdames et messieurs. Je le disais, assez vite ramassé, hein, puisque vous le savez, le challenge du vendredi, eh bien, ça va très vite. Mais j'espère que ça vous a plu quand même avec le coach Bou dans une gym personnalisée. Alors, le rendez-vous, mesdames et messieurs, lundi, Inch'Allah. Merci, coach Tandara. Et les lundis, on le sait, c'est du cardio. Les vendredis, c'est un challenge à relever. Bienvenue en plateau à tous. Ban, comment vas-tu ce matin? Ça va? Bien réveillé? Oui. Merci. Très heureuse de te retrouver pour le dernier numéro. Bonjour Alioune. Bonjour. Bien réveillé au taquet également? Ça va. Parfait. Ça va. Ma chère Laura, comment vas-tu ce matin? Ça va bien, merci. Bien réveillée aussi? Très bien, toujours bien réveillée. Parfait, toujours bien réveillée. Toujours. Alors, quand on la croise dans les couloirs le matin, elle dit bonsoir. Oui, moi c'est toujours bonsoir, c'est une longue histoire. Notre
Notre invité pour cette première partie à l'une, je te laisse nous le présenter maintenant. Alors, nous avons le plaisir de recevoir pour ce dernier numéro de la semaine un Sénégalais de la diaspora, on va le dire ainsi, M. Thierno Diop. Il est le président fondateur de Biteranga, organisateur du festival culinaire de Bruxelles. J'imagine que tous nos compatriotes sérères de la diaspora seront donc du rendez-vous. Hein, ils vont, pour rien au monde, ils ne vont rater ce grand rendez-vous culinaire. Bien sûr. Et non, c'est clair, hein, le succès est garanti à l'avance. Hein. Ouais. Voilà, ça c'est clair. Oui. Il y aura du tchéré, du ngourban, j'imagine bien, et tout cela. Hein. Voilà, donc ce sera vraiment un grand rendez-vous pour tous nos cousins et cousines sérères de la diaspora. Mais ce sera aussi vraiment une opportunité pour la destination Sénégal, pour la culture sénégalaise. Ce sera l'occasion aussi, surtout pour vous, donc, de mieux vendre, de mieux repositionner, ou bien positionner, on va dire, notre pays hein, sur l'échiquier culturel mondial, surtout à Bruxelles, à l'une des places fortes brutalement de la culture mondiale. Et donc on reviendra sur voilà, ce rendez-vous-là. Pourquoi vous avez mis l'accent sur l'art culinaire, pourquoi pas sur d'autres secteurs d'autres activités artistiques, culturelles. Mais vous avez choisi donc l'art culinaire pour vendre la destination Sénégal. Comment vous allez faire pour que tout le monde puisse être de la partie, les grands chefs sénégalais, il y en a, hein. Souvent on en reçoit ici sur ce plateau. Donc voilà les questions sur lesquelles nous reviendrons avec vous. Et puis aussi l'accompagnement institutionnel, hein, parce que ce que vous faites quand même entre dans le cadre de la promotion de notre pays. Je pense par exemple à l'agence qui s'occupe du tourisme ici au Sénégal, au ministère de la Culture bien sûr, et même pourquoi pas voilà, au ministère de l'économie, parce qu'il est question quand même d'attirer les investisseurs ici donc dans notre pays. Donc voilà autant de questions qui seront abordées avec vous durant l'entretien. Et dans la deuxième partie, une dame qui est co-organisatrice de la kermesse donc de la Renaissance, hein, Khadija Bousso. C'est une initiative hein, de deux écoles, les Chrysalides au Mamel et le groupe scolaire Mariam et Aïda. Donc ce groupe scolaire prend en charge véritablement des enfants voilà, qui ont des besoins assez particuliers, n'est-ce pas, qui ont peut-être certains retards, qui ont certains problèmes peut-être de locution et tout. Donc voilà les questions sur lesquelles nous reviendrons avec cette dame-là. Pourquoi une kermesse? Certainement, il s'agira peut-être pour elle, pour eux, les organisateurs, de lever des fonds pour mieux équiper leurs différentes structures scolaires afin de mieux prendre en charge ces enfants-là. Donc voilà les questions également qui seront abordées avec notre deuxième invitée, Madame Khadija Bousso. Allez, des sujets qui vont forcément intéresser nos téléspectateurs ce matin. Nous attendons vos contributions. Thierno Diop, bonjour. Comment allez-vous? Bonjour. Bien réveillé? Oui, on va dire ça comme ça. C'est plus dur, mais bon, ça vaut la peine. Ça veut dire que vous n'êtes pas du matin du tout. Oh, si, parfois oui, parfois non. Oui. Voilà, dans mon métier, bon, on se couche très très tard, ce qui fait que le réveil est souvent difficile. C'est ça. Voilà. Les artistes se couchent généralement tard. Hein, donc, les répétitions se prolongent très tard dans la Parfois, soirée. avec les tournages aussi, il peut y avoir des journées de 12 heures de tournage, terminé à 1h du matin, alors qu'on a commencé déjà en début de journée. C'est vrai que c'est pas facile, il faut trouver son rythme. Mais on dit que le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt, non, non? On le dit, hein, on le dit, et c'est toujours pour nous booster, pour nous motiver, nous, de Kenkeliba. Donc, on attend les clés du monde. Hein. Que le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. On attend toujours de recevoir donc, ces fameuses clés hein, qui ouvriraient la prospérité du lundi au vendredi. Donc nous attendons toujours de recevoir donc, les clés du monde. J'aime bien l'idée c'est pour nous motiver. Voilà, c'est ça. Parce que honnêtement, c'est pas évident tous les matins. Il y a des gens qui rentrent le matin. Voilà. Pas encore lui, c'est les premiers debout. Voilà. Donc ils ont plus de chance. Peut-être. D'avoir ces clés-là. Dans tous les cas, un bon quinquilibre, ça requinque un tout petit peu et ça redonne de l'énergie le matin. C'est ce que nous recommandons à nos téléspectateurs. Le sport ce matin, le menu. On va parler de la 21e journée, du programme de la 21e journée de Ligue 1, également de Ligue 2. Nous allons également parler de cette formation, cette session de formation destinée aux dames pour le football. Depuis un moment, la FIFA mais également aussi parler de rugby avec les demi-finales du rugby à 15, parler de basket avec le tournoi pré-qualificatif pour la Coupe du Monde, mais également de ce carnet rose dans le monde du basket. Ah.
À découvrir dans un petit moment. Je pense qu'Aline Badra va... Il va pas continuer l'émission. Je vais attendre à la fin pour dévoiler les secrets. On va donner quelques fois de temps. Tout à fait. Dans un petit moment. J'ai reçu ton conducteur, Ban, à minuit pratiquement. Ouais, tu as dormi à quelle heure? J'étais parti à la séance d'entraînement. Je suis revenu tardivement. Suite presque à 1h du matin. Ouais. Toi aussi, tu dors pas beaucoup, hein, comme les artistes finalement. En tout cas, merci d'être là, Laura, à la culture ce matin. Sûrement, sujet d'actualité, on va parler de la Biennale. Exactement, on va parler du report de la Biennale dans un premier temps, et puis on pourra un petit peu discuter voilà, de cette actualité-là qui a marqué, disons, tout le monde hier. Mais également, on va aussi parler un petit peu de marionnettes au Sénégal avec le festival Jaramart, mais aussi voilà, du statut des artistes marionnettistes ici au Sénégal, et puis quels sont voilà, leurs défis, leurs difficultés, essayer de voir un petit peu qu'est-ce qu'ils organisent à leur niveau, et voilà, faire un petit tour aussi de cette forme d'art qui est peu connue et peu visible au Sénégal. La Biennale qui devait avoir lieu le mois prochain. Oui, c'est ça. Elle devait avoir lieu le mois prochain et finalement reportée au mois de novembre. On en reparle dans un petit moment, dans la deuxième partie, probablement dans la chronique culture, en détail avec Laura. En attendant, on passe au sport tout de suite parce qu'on a beaucoup de choses à dire. Il est 6h45. Place donc à la chronique sport avec Abdulaziz Ban. Et on démarre avec du foot, la Ligue 1 qui joue sa 21e journée ce week-end. Ce sera dimanche donc dans tous les stades au niveau du pays et l'Union sportive de Ouakam qui va recevoir Dakar Sacré-Cœur, la Linguère de Saint-Louis qui reçoit le deuxième au classement Guédiawaye Football Club, Stade de Mbour contre US Gorée. Et puis le choc à Thiès entre Génération Foot et Casa Sport. On va rappeler, Génération Foot et Casa Sport se rencontrent pour la Coupe du Sénégal. Et le week-end prochain, vont se rencontrer pour les besoins de la Coupe du Sénégal. sera à Kolda. Tenguej Football Club, le leader, qui joue contre la Sonacos. Diamono de Fatick contre Djambar. Et puis l'affiche l'AS Pikine qui reçoit le Jaraaf de Dakar. Fair play encore une fois. Lors du match aller entre le Jaraaf et l'AS Pikine, les supporters de l'AS Pikine ont été interdits de déplacement. Les deux équipes ont joué sans les supporters de l'AS Pikine. Il n'y avait que les supporters du Jaraaf. Bis repetita pour la Ligue de football, pour le match retour également. Pas de supporters du Jaraaf de Dakar, seuls les supporters de l'AS Pikine seront au terrain, plus 30 membres du staff technique et des joueurs de l'AS Pikine, du Jaraaf de Dakar. Donc il faudra... Est-ce que ce sont les supporters du Jaraaf finalement qui posent problème? Il y a trop d'engagement. Pourquoi c'est eux qui sont trop d'engagement, trop de... Qu'est-ce qui se passe? Ça reste du football. Parce que déjà, il faudra sensibiliser les deux parties pour dire que c'est un championnat. Il y a trop de tension. Il y a trop de tension entre les deux clubs. Donc, heureusement que la Ligue a pris les devants pour interdire le déplacement aux supporters de Pikine au match aller. Et au match retour, les supporters du Jaraaf ont été interdits de déplacement. Donc, ça va être un match qu'il faudra beaucoup surveiller. Il y aura beaucoup de tension sur la pelouse, mais également au niveau des tribunes. Mais attention, ça reste du football. C'est pour le bien du football sénégalais, il faudra juste jouer au foot et puis se dire que ça reste un championnat. Les arbitres sont sous pression aussi dans des matchs comme ça. Hein. Oui, les artistes, les fédéraux, la sécurité, tout le monde est sous pression quand il y a cette affiche, ce derby, on va le dire, entre la Médina et Pikine, l'AS Pikine et le Jaraaf de Dakar. Cela ne devrait pas être le cas. Il devrait être sous pression pour des raisons purement sportive, on va dire. Donc l'exigence du résultat, comment faire pour s'en sortir. Mais quand vous êtes dans des considérations qui vont au-delà donc du football, cela vous sort véritablement donc bien sûr du nécessaire et c'est pas bien pour l'image donc de notre football qui en prend un sacré coup. Et c'est le cas, ça devient récurrent à chaque fois que ces deux équipes-là se rencontrent. Je crois qu'il est temps que les deux comités de supporters puissent se rencontrer et qu'au sein également, au niveau plutôt de la Ligue de football professionnel, que l'on puisse faire du benchmarking. Par exemple, pourquoi pas ne pas aller en Angleterre, s'inspirer de ce qui se fait là-bas. Il fut un moment en Angleterre, mais des supporters mouraient dans des stades, juste parce qu'il y avait des derbys extrêmement chauds, il y avait de la violence, il y avait c'est ça, l'alcoolisme et tout cela qui faisait des ravages, les fameux hooligans. Quand on parle des hooligans, dans la mémoire collective, on pense à ces fameux supporters anglais. D'ailleurs, le drame le plus mémorable reste ce match-là entre Liverpool et la Juventus de
de Turin, ça a fait voilà, une dizaine de morts, parce que tout simplement, il y a eu de la bousculade due à une certaine violence. Et c'était à Bruxelles, voilà, c'était à Bruxelles. Mais entre-temps, ils ont appris de l'histoire, ils ont rectifié le tir. Et aujourd'hui, en Angleterre, où on joue les plus chauds derby au monde, les supporters déambulent dans les stades, vont supporter leur équipe sans qu'il n'y ait aucune violence. Pourquoi l'Angleterre, voilà, qui est la patrie, la terre natale plutôt du football, l'a réussi et pas nous? On a le même problème que la France, par exemple. Pourquoi aujourd'hui en France les derbys sont aseptisés? Systématiquement, à chaque fois que par exemple l'Olympique de Marseille doit rencontrer le Qatar Saint-Germain, les supporters par exemple des deux camps sont interdits de déplacement. Oui, parce ça c'est pas bien. Parce qu'il y a trop de tension. Parce qu'il y a trop de tension. On ne doit pas en arriver à cette éventualité ici au Sénégal. Et puis aussi, on a un modèle. Je parle même de l'Angleterre, mais l'Angleterre c'est trop lointain ça. Hein? On peut rester au Sénégal en nous inspirant du Casa Sport. Les fameux supporters du Casa Sport. Qu'ils gagnent ou qu'ils perdent, ils vont toujours supporter, ils vont toujours pousser leur équipe à fond. Et ils sont toujours les derniers à quitter le stade. Et d'ailleurs, généralement, ils applaudissent l'équipe vainqueur, l'équipe qui a battu la leur. Donc ça veut dire que vraiment, c'est des supporters modèles. Et on devrait faire des tournées, s'en inspirer, que les autres groupes de supporters également puissent aller au niveau du Casa Sport. Parce que ces supporters-là, c'est eux qui dépensent, c'est eux qui s'habillent aux couleurs de leur équipe et qui n'attendent rien de leur équipe Fagnon. Contrairement à beaucoup de supporters des autres clubs. Qui cotisent pour le club. Qui cotisent pour le club, qui dépendent, eux, des largesses du président du club. Donc vraiment, il y a un problème. Donc, je pense que ce n'est même pas des supporters, c'est des gens qui n'ont aucun fair play et qui ne connaissent même pas l'essence du sport. Parce que quand même, ce derby-là, on doit le vendre pour que le championnat soit beaucoup plus attractif. Je suis tout à fait d'accord avec toi. J'ai déjà assisté à un match au stade Ladior de Chelsea dans le cadre il y a 2 samedis de la Ligue 1. Oui. Il y a deux ou trois samedis de cela. C'était Giraffe contre Génération Foot. C'était chaud, hein, je vous assure, du côté des supporters du Giraffe. À la fin, j'ai dû me réfugier dans ma voiture pour attendre que la sécurité fasse son travail. Quand ils écrivent, j'ai senti beaucoup de peur. Oui, j'avais peur parce que j'étais pas très loin des supporters du Giraffe et à un moment, il y en avait quand même qui étaient le penalty très a été vindicatifs. raté. Exactement. Contre le Casa également. Tout à fait. Donc je pense qu'il faut aller dans le sens du fair play, de l'apaisement. Peut-être rappeler que Génération Foot affronte le Casa Sport 2 fois. 21e journée, le week-end prochain sera en Coupe du Sénégal à Kolda. Donc on va aller chez Alioune pour regarder ça au stade de la Dior. Ce week-end à Thiès, le dimanche à Thiès et l'autre week-end ce sera à Kolda pour la Coupe du Sénégal. On va dire aller-retour finalement. Tout à fait. Pour les deux équipes. Bonne chance finalement. On avance. On va passer maintenant à la Ligue 2 qui va également jouer sa 21e journée ce week-end. Tout à fait. Samedi, Demba Diop qui joue contre Dakar Université Club CNEPS contre Niary Tally, AS Douane qui joue contre Walidane de Thiès, RS Yoff contre Agel de Rufisque. Et puis dimanche, on aura HLM contre Thiès FC, Ndiambour Oslo et Amitié FC qui joue contre Keur Madior. Foot toujours, mais cette fois-ci, on va parler du démarrage de la licence C pour le foot féminin. Sous l'égide de la direction technique nationale et de la Confédération africaine de football, une session de formation en licence C destinée exclusivement aux filles se tient au centre technique Jules-François Bocandé de Toubab Dialaw. Le stage qui a démarré se déroule sur 4 modules. Le premier a débuté depuis le 22 avril et va prendre fin aujourd'hui. Voici Bassoare Diabir, le chargé de la formation au niveau de la Fédération sénégalaise de football. Depuis un moment, la FIFA, aussi bien entre la FIFA et la CAF, ils font tout pour promouvoir le football féminin. Donc, en partenariat avec la Fédération et la Direction technique nationale, donc la CAF vraiment a voulu prendre en charge, comme ça se fait dans beaucoup de pays, une formation exclusivement réservée aux filles. En général, on organise des sessions de formation où on retrouve des garçons et des filles. Mais cette fois-ci, c'est réservé exclusivement aux filles. Et on sait que les filles, elles ont commencé à faire les diplômes. Aujourd'hui, le Sénégal peut arriver à faire 1 ou 2 sessions où on ne cible que les filles. Donc ça, je crois que c'est une très bonne chose pour le football féminin. Pourquoi avoir attendu quand même aussi longtemps pour faire ce séminaire avec le football féminin? Vous savez, depuis un moment, avec l'avènement surtout de la Covid, les sessions de formation n'ont pas eu lieu. Il y a eu une rupture. Les gens ont priorisé plutôt les formations à distance, en ligne. C'était une tendance depuis l'avènement de la Covid.
Mais maintenant, avec l'accalmie qu'il y a, de plus en plus, on vient sur des sessions de formation en présentiel. Donc c'est pourquoi on a dit qu'il faut maintenant ramener les filles pour les capacités, pour qu'elles soient meilleures. C'est vrai que tout le monde a besoin d'être formé. Mais aujourd'hui, les filles, elles doivent le faire plus parce que le football féminin est en train de prendre de l'ampleur au niveau de toutes les régions. On a besoin que les filles encadrent les filles au maximum. Surtout que ce groupe-là a une particularité. Plus de la moitié ont été internationales. Donc c'est une bonne chose que celles qui ont passé toute leur vie, une bonne partie de leur vie, à faire du football, qu'ils puissent vraiment donner au football ce que le football leur a donné. C'est essayer d'encadrer les plus jeunes, essayer d'encadrer leurs petites sœurs pour qu'elles soient meilleures. Les critères de sélection, d'abord, c'est d'abord avoir le diplôme de la licence D. Parce que là, c'est la licence C. C'est le premier critère. Le deuxième critère, c'est être en activité. Il y a beaucoup plus de filles qui ont passé des diplômes, mais on a choisi celles qui sont en activité. Il y a certaines qui sont déjà dans les sélections nationales, comme adjoints. Il y a même des titulaires. Il y a d'autres qui entraînent en division 1 au niveau du football féminin. Il y en a qui entraînent en division 2. Il y en a qui entraînent au niveau des écoles de football, qui s'occupent en général de filles. Donc tout ce monde-là, c'est l'ensemble de ces critères-là qui font qu'on les choisit. Il faut être en activité, il faut avoir le diplôme de la licence D. Félicitations pour cette initiative. Quand on parle de foot féminin, dans tous les cas, tout projet qui contribue à renforcer ces initiatives-là est salutaire parce que ça permet de changer déjà la perception des choses et d'encourager les filles à jouer du foot. Il y a quelques années de cela, c'était une autre histoire. Le foot féminin, c'était une autre histoire. Dire que sa fille va jouer au foot, et même à un niveau professionnel, on imagine. Malgré l'engagement de la teigneuse capitaine Séni, Céline Dirsek, experte en raclée. Experte en quoi? En raclée. C'est pas nous. Non, mais elle a été courageuse, elle a balisé la voie. Elle a balisé la voie. Au début, comme je disais encore une fois, beaucoup n'y croyaient pas, mais aujourd'hui, le foot féminin est en train de s'imposer sur le continent, dans le monde de manière générale, de plus en plus d'intérêt pour ce foot-là. Et donc, encore une fois, toute initiative allant dans ce sens est à saluer, Laura. Oui, je pense aussi. Et puis, ce qui est bien, c'est de voir que quand c'est encadré de la sorte aussi, ça peut aussi donner plus confiance même aux parents et autres, parce que parfois une fille peut avoir une passion, mais ça va être compliqué de convaincre les parents de la laisser justement poursuivre cette passion, alors que parfois elle peut avoir aussi tout le talent pour réussir. Et quand on voit effectivement que ça peut être encadré par des initiatives comme celle-ci, c'est plus facile après d'aller voir les parents et de leur dire voilà, je connais une structure qui a déjà formé tant de filles, telle fille je l'ai vue ensuite évoluer dans tel club, etc. Et c'est toujours positif de voir la mobilisation qu'il y a autour de justement l'insertion des femmes et des filles dans tous les domaines et aussi dans ceux du foot, évidemment. Oui, Tierno Diop, quelque part, c'est briser les barrières. Hein, parce que, comme je disais tout à l'heure, pendant des années, il y a eu des domaines où on se disait que c'était réservé aux hommes. Le foot, par exemple, on ne le voyait pas féminin du tout. Ben oui, bon, c'est assez intéressant de voir cette activité féminine prendre de l'ampleur au Sénégal. Bon, en Europe, voilà, c'est systématique, quoi. Donc, il y a plein de... Voilà, le championnat féminin, il est assez développé, je pense, à l'européenne. Espérons que ça sera un jeu comme ça au Sénégal. Oui, et c'est déjà... En tout cas, il est bon, le Kenkeliba. J'aime bien. Entre parenthèses. Je crois qu'il n'y a pas de gaïen sur le plateau. Il faut que Cathy participe au festival quand même. Ah oui, il faut qu'elle aille à Bruxelles pour vous préparer ce Kenkeliba. Il n'y en a pas de meilleur dans tous les pays. Il n'y en a pas de meilleur. Cathy, merci pour ce Kenkeliba. Je crois qu'on va devoir faire son portrait parce qu'on parle tout le temps d'elle. Les téléspectateurs ne la voient pas. Je l'ai dit tout à l'heure, il faut venir sur le plateau avec Rougui et tout le monde. Il faut venir sur le plateau. Une petite présentation de l'équipe. Voilà, tout à fait. Surtout celle qui fait le Kenkeliba. C'est juste revenir sur le football féminin. Non, j'allais juste embrayer sur ce qu'il vient de dire pour dire qu'au Sénégal, déjà, on a de bons résultats avec les filles en équipe nationale et dans les différentes catégories. Aujourd'hui, ce qui se fait, c'est assez intéressant. On gagne des matchs, on avance. On a même des joueuses qui jouent au niveau professionnel. Qui jouent à Metz avec exactement. Il y a la chose de Aline Badra à l'Olympique de Marseille, il y a Neymar, il y a Maretou.
Mbayang Sow, qui est au niveau de qui a sa place chez les garçons. Hein. Ah oui, non, c'est vrai, on l'appelle Tchelini ou Cheikh Kouyaté parce que quand on la voit sur un terrain de football, on sait que c'est vraiment quelqu'un qui se bat toujours pour l'équipe du Sénégal. Déjà, quand on voit le formateur, le chargé de la formation, Bassoire Diaby, il a été au lycée Ahmed Fall de Saint-Louis. C'est l'un des précurseurs du football féminin au Sénégal, l'un des professeurs qui a été le premier, c'est un professeur de PS, d'éducation physique et sportive, qui a été dans la formation pour permettre surtout aux filles, avec le lycée Ahmed Fall, d'évoluer dans le championnat sénégalais et puis de gagner des trophées, de permettre à certaines choses de voyager, de savoir ce qui se fait au niveau africain et même au niveau international pour pouvoir revenir au pays, investir le football féminin pour permettre à ce football-là de se développer. C'est très bien. On parle beaucoup de Seyni Dia quand on parle de foot féminin ici, mais Françoise Sec également a beaucoup fait. Et à l'époque, quand elle vous raconte les galères qu'elle a vécues dans la promotion du foot féminin pour organiser des matchs, pour faire voyager les filles, c'est que les gens n'avaient pas de considération pour le football féminin. Mais maintenant, heureusement que la FIFA et la CAF on dit qu'il faut, au niveau des clubs de Ligue 1, avoir un club de foot féminin. C'est une exigence d'ailleurs. C'est une exigence pour pouvoir participer au niveau des compétitions africaines. Il y a eu aussi, dans mes souvenirs, excusez-moi, Michel Houma, qui était à Sacré-Cœur, je pense que ça fait une quarantaine d'années, qui entraînait l'équipe des Gazelles. Je pense que lui, il a été à l'origine aussi de cela. Parce que c'était dans mon quartier, à Liberté, je regardais souvent ça. Oui. Ça me donne une idée de faire une découverte. À Lyon, très rapidement. De faire une découverte, et pourquoi pas même une soirée de gala donc pour le football féminin. C'est l'occasion d'honorer tous ces précurseurs. Je suis d'accord. C'est une belle idée. Moi, me vient à l'esprit un grand monsieur qui s'est beaucoup donné pour le football féminin. On le prenait pour un football à Hambourg. Voilà, j'ai encore le souvenir que... L'entraîneur, président, entraîneur donc des Dorades de Mbour, Tchampo. Tchampo, les Mbourois, bon. Tchampo différent de Jean-Pierre Faye. Ah, est-ce que c'est pas les teint clair, hein? Voilà, c'est pas Jean-Pierre Faye. Voilà, c'est ça. C'est Tchampo. À Hambourg, il était célèbre ainsi, hein? Voilà. Mais qui se donnait à fond avec les moyens du bord sur le terrain rouge, le fameux terrain rouge en face du camp des gardes de Mbour. Souvent, on joue avec son nom, c'était Elliot Kouma. Voilà, exactement. Donc, je crois que c'est une belle idée d'organiser cette soirée. Seyni peut nous la piquer, cette idée. Hein. Elle est gratuite. Ou la fédération sénégalaise de foot. Soirée de gala pour le football féminin. Aujourd'hui, le Sénégal est dans le top 10. Hein. Et ça, c'est pas rien. Ah oui. Le rugby, maintenant, après le foot féminin. Le rugby à 15, avec les demi-finales, c'est ça prévu ce dimanche. Tout à fait. Il s'agit du rugby à 15 qui va se jouer au terrain de Bel-Air et à 14h15, Djambar qui joue contre Requin. Et puis à 16h15, c'est Asfa qui reçoit Kiren Rugby Club de Mbour. Allez, on termine avec le basket maintenant. Tournoi préqualificatif de la Coupe du Monde. Le premier tour du tournoi est prévu au mois d'août du 19 au 25 à Kigali et le Sénégal se retrouve dans le groupe C. Les Lions donc, vont affronter le Brésil, la Hongrie et les Philippines. Donc la Coupe du Monde est prévue en Allemagne. C'est donc prévu en Allemagne en 2026. Chez les dames, c'est ça? Chez les dames. Le Sénégal, rappelle-moi les équipes. Enfin, le Sénégal donc, va affronter du 19 au 25 en match pré-qualificatif. Le Sénégal va rencontrer le Brésil, la Hongrie et les Philippines. Un groupe assez la Hongrie et les Philippines. C'est chez les Philippines. Bon, je pense peut-être le seul adversaire coriace, c'est le Brésil. Hein? Mais la Hongrie et les Philippines sont à la portée du Sénégal. Ça joue au basket, hein? Je sais, mais au moins, on a quand même quelques chances de passer devant ces deux équipes-là. Mais le problème, c'est qu'en fait, les places sont vraiment limitées. Et ça, c'est le premier tour. Et ça, ce n'est que le premier tour. Vraiment, il faudrait que l'Afrique se batte. Un deuxième tour, on va se qualifier à la Coupe du Monde. Quand on ne remporte pas la CAN, la Coupe d'Afrique de l'Afrobasket, c'est assez compliqué de se qualifier après pour tout un continent. On a combien de représentants finalement? Le Nigeria déjà. Oui, le Nigeria est qualifié. Le vice
vice-champion va jouer les barrages ainsi que le troisième. Généralement, on n'a qu'un seul représentant, c'est souvent le champion d'Afrique, parce que les autres, c'est un véritable parcours du combattant. À revoir, parce que là, non, à revoir, parce que ça minimise trop les chances du continent. Je veux dire, véritablement, un seul représentant, comme le foot, c'est difficile. Avoir au moins 5 représentants. C'est comme la périodicité de l'afro-basket chez les garçons. Ça a tué carrément le basket africain chez les garçons. La CAN tous les 4 ans, on ne peut pas se permettre ce luxe-là. C'est-à-dire vous avez une génération dorée qui rate une CAN, vous la perdez. C'est ça. Elle n'a aucune chance de remporter. C'est l'âge aussi, c'est ça. Et c'est ce qui nous est arrivé avec la génération de Gorgui Sidien et compagnie. Si la périodicité était ramenée à 2 ans, je suis sûr que le Sénégal, durant les années passées, aurait pu gagner, valider tout cela par un titre. Mais 4 ans, c'est beaucoup. Ils l'ont accepté, nos dirigeants. 4 ans. À l'époque, tout le monde avait crié, mais ils en ont eu cure. Ils ont subi le dictat de FIBA Monde. Ça, c'est dommage pour l'Afrique. Bon, allez, on va finir sur une bonne note cette chronique sport ce matin avec ce carnet rose. Qui s'est marié contre qui? Les internationaux sénégalais. Alkali Mamadou Ndour, le capitaine de l'AS Douane, et Mathilde Aïcha Diop, donc ancienne de la gendarmerie de Dakar, sont mariés hier. On va souhaiter reménage à nos 2 champions et beaucoup de petits basketteurs et footballeurs. Basketteuse et... Il a du courage, hein, Mathilde sera sur le bout de toutes les langues du Sénégal, surtout chez les garçons. Parce que Mathilde... Il y aura du chat contre lui. Je ne sais pas comment il va se prémunir de tout cela. Ça va passer. Il nous faudra c'est le choix de Mathilde. De bons bains auprès de certains saltigués serrés. Parce qu'il a tellement de tacoudens à donner. Donc, sur le plateau. Donc, sur le plateau. Décidément. Donc, un sur le plateau. Bon, moi, je pense... ok, JP. Non, JP, il a déjà choisi. Il a déjà choisi. On parle pas de JP. Merci beaucoup. Jean-Pierre Faye. Jean-Pierre Faye, non, le caméraman de la RTS, là. Le champion d'Afrique revenu arrogant du Cameroun. Il y a son épouse qui nous regarde. Non, c'est pour ça que j'ai dit... Lui, il n'a pas prévu de doubler la mise. C'est ceux qui ont donné rendez-vous aux téléspectateurs depuis des années en disant qu'ils vont doubler la mise, qui sont incriminés. C'est plutôt eux qu'on regarde. Voilà, c'est plutôt eux qu'on regarde. Merci Laura. Merci mon cher Ban. Heureux ménage à Mathilde et à Alkali. Sur la Basket African League, qui va démarrer à partir du 4. Très bien, c'est ça, la balle. On en reparlera. Allez, on avance sur le conducteur. Première partie de la rubrique invité, juste après ceci. Thierry Dop est en plateau avec nous pour répondre à nos questions. Il est le président fondateur de Biteranga et surtout organisateur du festival culinaire de Bruxelles. On aurait pu venir sur le plateau avec de bons petits plats et tout ça, mais avec plaisir. Bien. Le quinquilibre, c'est un bon début. C'est vrai, très bien. Voilà. On continue avec ça et puis voilà, pourquoi pas. À la fin de l'émission, voilà. On va aller en toute petite foulée. Voilà. Donc, merci d'être sur ce plateau, Tcherno. Je sais que votre agenda est très serré, mais malgré tout, quand même, vous avez tenu à partager ce moment avec nous pour revenir sur cette opportunité que vous donnez aux acteurs culturels sénégalais à travers l'art culinaire. Pourquoi l'art culinaire? Vous aurez pu passer par un concert de musique. Déjà, je suis chef cuisinier. Je tiens un restaurant réputé sur Bruxelles. J'assure que je n'avais pas cette information. Voilà, donc si vous nous dites que le quinquilibre, il est très bon... C'est un expert, c'est validé. C'est validé. Le choix est plein de justesse. Voilà. Donc, comme je vous disais, ça fait... Moi, je vis à Bruxelles depuis longtemps. Et je suis dans la gastronomie. C'est bien. Dans la haute gastronomie, on va dire. Parce que je suis encore formateur de personnes. Voilà. Je travaille aussi pour un grand traiteur qui s'appelle Arfood à Bruxelles. Donc voilà, l'idée de ce festival, c'est mon travail. Ok. Voilà. Raison pour laquelle donc, vous avez mis l'accent sur l'art culinaire. Charité bien voilà, donc en fait, j'ai eu à rencontrer, que je connaissais, un garçon très visionnaire. Il s'appelle Papi Signan de Art Management. Il a fait un film sur le Tchéboudiol. Voilà, un patrimoine immatériel. Alors, dans une certaine mesure, on a eu une belle discussion un jour à Paris, au bord de ce Tchéboudiol. J'ai dit, est-ce qu'on peut faire quelque chose? Alors, l'argument, c'est ça. L'argument, c'est la base. On va faire du Tchéboudiol partout à Bruxelles. Voilà. Donc, comme vous le savez, Bruxelles, c'est une ville vraiment culturelle, là où
il y a 186 nationalités. Ouais. Et on a des belles places. La plus belle place du monde se trouve à Bruxelles. Alors, voilà, j'ai essayé de formater cela dans une belle ambiance. Il y aura aussi des artistes qui seront là. Il y aura du sabar, il y aura de l'artisanat, il y aura... De la mode? La mode aussi. Ah, oui. Et puis voilà, donc c'est la journée du Sénégal. Il y a aussi d'autres... En fait, cette année, c'est innovant. C'est innovant. Voilà, il y a un forum aussi économique qui va se faire au niveau même de l'hôtel de ville de Bruxelles. Et là, j'ai donné l'expertise à des gens beaucoup plus compétents que moi sur ce domaine. Voilà, il y a, à Bruxelles, il y a des gens talentueux qui sont dans leur domaine et qui sont... Voilà, je veux nommer peut-être Papa Sall. Papa Sall, c'est un consultant international qui a occupé des places très, très importantes au niveau de la Commission européenne. Dans la culture, c'est un Sénégalais, je suis venu avec lui. Il y a l'Observatoire des Sénégalais de la diaspora, Sidi Djilé Samb, Djamil Cham et Bana qui nous vient aussi de la Hollande pour formater le côté forum économique. Ce sera avec la ville de Bruxelles. On a pris ici des maires qu'on va amener. Il y a la délégation de la ville de Dakar. Donc c'est tout un ensemble pour le Sénégal. Voilà, pour le Sénégal, pour le rayonnement de la culture sénégalaise. Bon, voilà, c'est... en tout cas, vous n'aurez pas pu choisir mieux endroit que Bruxelles. Hein. C'est la capitale de l'Europe. Hein. Voilà, donc... avec toutes ces nationalités-là qui voilà, sont... Okay, allez-y. Oui. Ouais. J'essaye de... Bon, je pense que Bruxelles, c'est la deuxième capitale mondiale de la culture. Et les Sénégalais sont hyper respectés dans cette ville. Il y a une forte communauté sénégalaise. Il y a une forte communauté sénégalaise. Ils le doivent à quelle qualité, ce respect-là dont voilà, ils bénéficient? c'est la richesse de la culture sénégalaise. Non? Donc l'image du Sénégal au niveau de Bruxelles, c'est fécond. Voilà, elle est excellente. Mais plein de fois, moi, c'est la 4e édition, figurez-vous, que j'organise Biteranga. Biteranga, ça signifie l'hospitalité, mais c'est un slogan que j'utilise juste pour permettre, pour valoriser et pour que la culture soit une vitrine du Sénégal. Vous le savez aisément, les Bruxellois ou la Belgique l'ont compris. Ils ont fait de l'économie culturelle la deuxième richesse du pays. C'est ce qui génère, voilà. Et avec des gens comme Papa Sall, on est en train aussi, cette fois-ci, avec le changement, voilà, l'espoir qui est suscité ici. C'est rayonnement du Sénégal. Hein, de ce rayonnement du Sénégal, peut-être on arrivera à faire quelque chose d'essentiel dans la capitale européenne. Aziz, il y aura le manioc, hein? Je vais lui donner un sac. Non, mais c'est pour dire quoi, finalement? Non, pour faire le lien avec Pire. Vous savez, Pire, c'est la capitale du manioc au Sénégal. C'est juste ça. C'est pas pour dire qu'il est... Non, c'est juste pour faire le lien. Parce qu'un ressortissant de Pire, quand il vous rend visite, il amène beaucoup de manioc. Je ne sais pas si vous avez remarqué, sur la route de Saint-Louis. C'est bon. Et le manioc est l'une des composantes les plus prisées dans notre art culinaire. Tu n'es pas un C'est pourquoi j'ai parlé de cela. Il y a même le rôti de manioc qu'on va présenter au niveau de ce festival-là. Alors là, au-delà de ce festival, on a vu aussi qu'il y a des artistes sénégalais qui vont y participer. Voilà, il y a en fait... Il y a un Khawaré également. L'idée, voilà, moi j'ai fait de la promotion artistique aussi, donc j'ai amené tous les chanteurs du Sénégal à Bruxelles. Et cette fois-ci, je me suis décidé à faire du Hawaré. Du Hawaré, ça veut dire, bon, comme vous le connaissez, dans sa version traditionnelle, et voilà, faire montrer aussi aux Européens, nous avons une belle facette de la culture sénégalaise, sa musique, dans sa vraie profondeur traditionnelle. Alors j'ai pris... Voilà, Assane Ndiaye qui est quand même une voix, une belle voix et tout. Absolument. Mais ce qui est beaucoup plus intéressant aussi, qui est très intéressant, j'ai eu un bel écho de Sidi Diop. Oui, Sidi Diop, voilà. Donc lui, il était en route pour son zénith. Et quand je lui ai parlé, il m'a dit, Tcherno, je voudrais même être celui qui va porter le drapeau voilà, du drapeau culturel sénégalais dans la capitale européenne. Et croyez-moi, il l'a fait gratuitement. Et là, c'est un geste à saluer. C'est un garçon qui a compris dans la culture sénégalaise, il veut donner aussi sa pierre à l'édifice. Et ça, je tenais absolument à le dire ici, et ce qui est vraiment bien. Il y aura aussi Tarbambaï, il y aura du sabar. Cathy, à toi.
Laura. Ah oui. Notre Cathy, c'est Madame experte culturelle, Kankiliba. Madame Absolument. Voilà, tu vas m'assaisonner, on va voir. La petite, merci pour la passe décisive. Non, en tout cas, oui, je pense que déjà, c'est une excellente initiative. Et surtout, votre programmation et puis le fait que vous ayez vraiment à cœur de réunir des Sénégalais qui viennent d'un peu partout autour de Bruxelles aussi, qui viennent de Hollande, etc. Je pense que c'est très positif. Et c'est vrai qu'on le disait d'ailleurs la semaine dernière sur le plateau, hein, quand on parlait du ministère de la Culture, etc. La culture sénégalaise, c'était vraiment l'atout majeur du Sénégal à l'extérieur. C'est vraiment grâce à cette culture-là que le Sénégal est connu à l'extérieur, et connu et reconnu. Donc vraiment, je pense qu'on peut vous féliciter pour cette initiative. Je pense que ça va être un très beau rendez-vous. Et peut-être si vous avez quelques détails sur, au niveau des arts culinaires plus précisément, qu'est-ce qu'on va trouver je représente les serrères quand ils ne sont pas là. Hein. Qu'est-ce qu'on va trouver de bon dans le festival? Moi, c'est l'impression que j'avais beaucoup depuis le temps. Ça a été tout souvent négligé par les autorités d'ici. Moi, je suis souvent soutenu dans mes activités par les autorités belges. Voilà, la ville de Bruxelles, voilà, tout un tas d'ensemble. Et pour la première fois, j'ai envie aussi, pas moi, on a essayé de fédérer nos forces pour qu'on nous entende. Avec cette délégation aussi. Alors, et voilà, ce changement a suscité beaucoup de choses au niveau de la diaspora, croyez-moi. Et l'espoir est né, et nous pensons que aussi, c'est les pays qui sont le plus développés, ils ont aussi utilisé la culture. Bien sûr. Alors, c'est vrai. On essaie juste de gréver cette performance-là dans la culture sénégalaise. Moi, en tant que cuisinier, j'ai que le tchéboudion. Le tchéboudion, voilà, qui est assez intéressant parce que qui est connu par la majorité des Européens. Et cette fois-ci, j'ai fait un clin d'œil à son Excellence, notre cousin Serrer. C'est Diomaye. Donc, il faudra lui préparer beaucoup de couscous. Je les ai pris des mains de Pendambay et j'ai dit que ce sera un tchébou Diomaye à Bruxelles. Ça peut être intéressant aussi. C'est pour cela. Un clin d'œil à l'actualité. À l'actualité, mais c'est plus profond que cela. Oui. Ça veut dire que, voilà, le tchéboudion, ça appartient à tout le monde. Ce n'est ni Tcherno, ni qui que ce soit. C'est aussi pour dire que la culture présente, voilà, il est là, le tchéboudion. Absolument. Et quand vous bien parliez appétissant. d'espoir et de changement, il faut rappeler que ce changement aussi a été beaucoup porté par la diaspora. La diaspora a fait beaucoup. Bien sûr. Et l'espoir, en c'est... fait, les gens sont bouillants de l'autre côté. Oui, voilà. bien sûr, Donc, voilà, absolument. nous sommes arrivés ici il y a une semaine, mais il y a 2 semaines, on était tous excités à l'idée de partir sur Dakar en voyant quelque chose. On ne sait pas, c'est l'espoir. C'est ça, tout à fait. L'espoir qui fait vivre. Alors, nous avons dans tous nos métiers pour... Voilà, Et c'est pourquoi, sur le plateau, la semaine dernière, on le disait, la culture, ça doit être un ministère plein d'exercices, véritablement, parce qu'il y a tellement de facettes. Et la culture, c'est nous, c'est ce qui nous représente au mieux. On va continuer, bien évidemment, à porter le plaidoyer avec tous les acteurs culturels, parce que c'est important. Le rendez-vous, c'est donc quand ? C'est le 24 et le 25 mai à Bruxelles. Donc ça se passe le 24, c'est dans ma commune de résidence, c'est dans un grand parc et l'accès est gratuit. Voilà, et j'ai invité 7 pays aussi qui vont présenter leurs plats, la Turquie, le Maroc, la Côte d'Ivoire, le Congo. Et voilà, eux aussi vont, et c'est dans une ambiance très, très sénégalaise. Et là, on va se déporter dans la ville de Bruxelles, dans la rue, voilà, dans la place, hein, à la Grande Place, c'est la plus belle place au monde, figurez-vous, avec l'idée de parade générée par Papisnian Arbi. Il y aura des costumes, il y aura du tchéboudion, et voilà. Mais il faudra surveiller nos frères... Et il y aura la soirée de clôture, le 25. Nos frères nigérians et ghanéens. Mais ouais. Avec le Jollof Rice. Il faut bien défendre ce patrimoine sénégalais. Oui, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Non, c'est pas la même chose. Parfois, il y a beaucoup de trafiquants dans l'art culinaire. Tout le monde rêve du tchèp et ils font du n'importe quoi avec le tchèp. Et moi, bon, je suis très vigilant. Partout que je mange, s'ils appellent ça quelque chose comme tchéboudion. Une fois, je vais vous raconter une anecdote. J'étais dans un restaurant ivoirien, dans un quartier huppé de Bruxelles, à Uccle. Ceux qui me regardent savent de quoi je parle.
Et sur la carte? Et c'est marqué Tchéboudion. J'arrive dans cette île. Bah, je dis, bah, écoute, des Ivoiriens qui font du Tchéboudion, ça j'aimerais bien goûter. Alors, j'aimerais bien goûter, quoi. Alors, j'ai vu quelque chose comme ça, des filets de dorade roulés dans un truc comme ça. Je suis expert en gastronomie. Vous appelez ça Tchéboudion? Il faut enlever. Il faut enlever de cette soirée. Ça, c'est protégé, c'est de la patrimoine. Est-ce que vous savez que cette histoire de Tchéboudion a fait un gros scandale en Côte d'Ivoire? Je ne sais pas si vous avez suivi sur les réseaux sociaux un monsieur qui a commandé du Tchéboudion, déjà pour le prix, c'était très cher. Et on le livre, il prend une photo, il l'envoie, il pose sur les réseaux sociaux en disant « Regardez ça, est-ce que c'est du... » Honnêtement, c'était juste du riz et du poisson à côté. Non, c'est juste du riz gras, enfin, plus ou moins, et puis du poisson qu'on a mis à côté. Ce n'était pas du Tchéboudion. Et les Ivoiriens ont interpellé tous les Sénégalais en disant « Venez regarder. » Est-ce que ça se voit? C'était pas le cas. Un vrai scandale. Mais oui, c'est pas je pense que la dame l'a remboursé finalement. Il ne faut pas négliger ces aspects. Mais bien sûr, c'est important. Moi, je suis un patrimoine immatériel. défenseur de cela. C'est un patrimoine immatériel. Ça doit être dans les... L'art, voilà, comme font les Européens. C'est à conserver. C'est à conserver, c'est à maîtriser. Parce que voilà. Merci beaucoup, Thierno Diop. Et on se donne rendez-vous à Bruxelles les 24 et 25 mai. 24-25 mai pour célébrer le Sénégal, tout simplement, l'art culinaire de manière générale. Merci d'être passé sur ce plateau. Alioune, je peux refermer, n'est-ce pas? Non, il y a tellement de choses à dire, mais bon, il faut quand même respecter notre partie. C'est un sujet tellement plaisant. Oui. Il faut qu'on souffle un tout petit peu en musique. Dans la deuxième partie, une autre invitée nous rejoindra en plateau et prendra la place de Thierno Diop. Et puis avec Laura, on parlera culture, bien évidemment. Restez avec nous. Et encore une fois, bon matin à toutes et à tous. À tout de suite. Allez, retour en plateau. Bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant. Il est 7h22 exactement. On va poursuivre avec le bulletin d'info, le tout en image. Cher Dieu, merci encore une fois d'être passé sur ce plateau. J'ai une pensée pour Awasek qui est à Bruxelles également. C'est une grande amie à moi. Voir sur ce plateau. Avec les foulards. Les foulards, voilà. c'est ça, les mousseaux. Elle sera de la partie. Très bien. Allez, le journal, c'est maintenant. À tout de suite pour la suite. Promis coup-sur-coup général de division, puis au commandant de la gendarmerie nationale, le ci-devant au Comgène en second et sous-directeur de la justice militaire hérite des commandes de la maréchaussée depuis ce décret en date du 24 avril 2024. Successeur du général Moussa Fall, Martin Faye est crédité d'une solide expérience militaire,
en capitalisant près de 35 ans de présence sous les drapeaux. Ancien de la MONUC au Congo comme de la MINUSCA en Centrafrique, le nouveau haut commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire a partout fait prévaloir un leadership affirmé pour le triomphe de l'idéal militaire. À la tête de plusieurs unités opérationnelles au cours de sa carrière, comme le GIGN, le groupement d'intervention de la gendarmerie nationale où il a passé 6 ans, le général Martin Faye a imprimé ses marques de manager. Originaire de la région de Thiès, il a intégré les forces armées du Sénégal en 1990 et il sera désormais secondé par le général de brigade Papa Diouf qui devient du coup le haut commandant en second et sous-directeur de la justice militaire. Le programme de la formation École-Entreprise se distingue par son approche pédagogique innovante. Expérimenté dans 10 régions du Sénégal, dont celle de Thiès, les résultats obtenus jusque-là sont jugés satisfaisants. Dans la région de Thiès, 341 apprenants ont été enrôlés et 122 parmi eux seront certifiés ce 29 de ce mois. Ce dispositif de formation s'articule autour de 4 objectifs majeurs que sont la qualification professionnelle, l'employabilité et l'insertion des jeunes et l'implication des entreprises. C'est un programme, une formation qui se fait en 2 lieux. Parce que la formation traditionnelle, c'était uniquement dans les centres ressources. Mais avec la formation duale, on est dans les centres ressources et aussi dans les entreprises. Les 80% des heures, c'est dans les entreprises, 20% dans les centres ressources. Et cela permet à l'apprenant, dès sa sortie, d'être fonctionnel. Il y a des possibilités également que l'apprenant soit recruté dans l'entreprise formatrice à la fin de sa formation ou bénéficie d'un contrat à durée indéterminée à la fin de sa formation. Donc ce sont des innovations de taille qui sont apportées dans le cadre de la formation école-entreprise. Sans une main-d'œuvre qualifiée, il est impossible de mener des activités efficientes et les entreprises ne peuvent être compétitives. Et pour changer de paradigme, afin de permettre aux jeunes de pouvoir s'imprégner de la vie en entreprise assez tôt, la coopération allemande accompagne l'approche formation duale école-entreprise. Le projet a mis en place 4 axes spécifiques. Dans un premier temps, le renforcement des capacités étatiques de pilotage. Dans le second axe du projet, il a été question de développer le partenariat entre l'État et le secteur privé. Si on parle de formation école-entreprise, bien sûr, il est important de parler du secteur privé. Il a été question, dans un troisième temps, de déployer la formation école-entreprise dans les secteurs porteurs, dans les régions cibles. Donc les régions cibles qui ont été citées tout à l'heure, Dakar, Diourbel, Kaolack, Saint-Louis et Ziguinchor. Et pour aller dans ce sens-là, il a été question dans un premier temps d'analyser les branches, les métiers et les régions qui sont prioritaires. C'est un programme composé de 3 organes, le comité technique de suivi et aussi le conseil d'orientation et l'unité de coordination. Maintenant, c'est ce comité technique de suivi qui est l'un de ces organes, en collaboration avec nos partenaires, qui a initié ce forum-là de capitalisation pour nous permettre de savoir, depuis le démarrage, qu'est-ce qu'on a fait. Ce forum vise à partager des expériences et des bonnes pratiques en matière de formation école-entreprise, à l'identification des défis et des opportunités en vue de formuler des recommandations pour améliorer la mise en œuvre de l'approche duale dans la région de Thiès. Et parmi ces recommandations figure l'élargissement du programme dans d'autres secteurs, comme l'artisanat qui concerne des centaines de jeunes. Quelques clics et le tour est joué. Plus de longues files d'attente ni de lenteur administrative. Après 3 mois d'utilisation du logiciel de digitalisation des dossiers de patients à l'hôpital Abass Ndao, un net changement a été noté dans la prise en charge des malades. Le plus souvent, il se posait des problèmes de conservation aussi de ces dossiers, parce que ces dossiers ne sont pas à l'abri de la poussière ou bien même d'une inondation. Du coup, parfois, on perd des données. Mais avec cette dématérialisation, ce dossier patient unique, c'est une digitalisation. Tout se fait sur le plan informatique. Le patient, il a une identification unique, un code qui va lui servir partout au Sénégal. De sorte que maintenant, chaque patient aura accès à son dossier. Parce que le dossier patient appartient également au patient. Ce sont des données personnelles. L'équipe digitale qui a conçu le logiciel n'a rien laissé au hasard. Un processus de plusieurs étapes a été mis en place. Ce logiciel permet de digitaliser le parcours du patient
c'est-à-dire de pouvoir noter toutes les étapes par lesquelles il passe quand il va se soigner. Quand il rentre dans un hôpital, il va passer par la facturation, il va passer par la caisse, puis il va aller voir les médecins. Donc tout ce parcours est dématérialisé, enregistré dans un système et permet d'avoir l'historique. Ce qui fait que si le patient vient une autre fois, on a son historique, on n'a pas besoin de lui demander tout ce qu'il a fait comme examen ailleurs. On l'a de manière naturelle dans le système. Et vraiment la plus-value du projet, c'est que ça ne va pas être à l'échelle juste d'une structure de santé, mais à l'échelle du pays. Ça veut dire que le patient qui va d'un hôpital à un autre, cet historique va être disponible. La cardiologie a été le premier service du centre hospitalier à utiliser le logiciel. Médecins et patients profitent pleinement des avantages qu'il leur offre. Nous sommes à l'ère de la digitalisation et nous apprécions beaucoup ce logiciel parce que ça nous permet de régler beaucoup de problèmes, notamment la perte de documents qui était notre principal souci. Et ça va nous permettre aussi à l'avenir d'avoir un gain de temps avec les dossiers comme un papier, on était obligé d'écrire pendant 30 minutes. Avec le logiciel, tu cliques, tu as tout ce que tu as, donc tout ce dont tu as besoin. Donc, à coup sûr, ça sera un bénéfice pour nos praticiens et un bénéfice pour les patients. C'est les autres qui n'ont pas là, qui envoient les sommes pour leur famille, faites leur boulot et faites leur travail, amener l'eau et l'électricité et préparation Dakar. C'est comme d'habitude, c'est comme ça. On va bien préparer. Si certains s'activent dans
et autres prières. Bienvenue, si vous nous rejoignez à l'instant, bienvenue en plateau à notre deuxième invité, Khadija Bousso. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Il est 7h34, c'était le bulletin d'info. Malheureusement, l'actualité, c'est aussi cet accident de la circulation qui a eu lieu à Koungheul. Le bilan est assez lourd, 13 morts et plus de 40 blessés dans cet accident. Nous pensons évidemment aux familles, nous prions pour justement ces disparus et nous appelons tout le monde à la prudence sur la route. C'est important de pouvoir respecter le code de la route encore une fois. On poursuit le magazine maintenant avec la chronique culture. C'est celle de Laura et c'est juste après ceci. Oh, je l'ai pas. J'enchaîne. On poursuit. Pas le jingle, j'enchaîne, ma chère Laura. On va recommencer avec la Biennale, bien sûr. Tout à fait. C'est vrai que l'actualité qui nous a tous marqué hier, c'est l'annonce justement du report de la Biennale. Donc, elle a été annoncée hier dans un communiqué du ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture. Elle était prévue du 16 mai au 16 juin. Donc, elle devait démarrer dans quelques semaines. Mais elle a été reportée donc du 7 novembre au 7 décembre. Les raisons avancées, en fait, par-delà les contraintes et les aléas induits par le contexte national et international. Ce report tient à la volonté des nouvelles autorités en charge du secteur de l'organiser dans les conditions optimales, à la hauteur de son envergure et de sa réputation de rendez-vous historique des amateurs d'art du monde. Donc c'est vrai que la nouvelle est tombée hier, donc tout le monde était dans l'attente en fait de savoir justement si cette biennale allait se tenir. Parce Mais on s'y attendait un petit peu parce que déjà. Ces derniers jours, on avait déjà quelques nouvelles. Voilà, on entendait que tout n'était pas prêt, que certaines œuvres aussi n'étaient pas encore arrivées, etc. Et après, en dehors de cela, le thème est maintenu, tout ce qui était prévu est maintenu, mais voilà, reporté pour pouvoir être organisé dans les meilleures conditions. Donc voilà, hier c'était le sujet de débat. Voilà, reculer pour mieux sauter. Là, c'est le in. On sait que la Biennale, c'est aussi des off. C'est ça. Qu'est-ce que ces off vont devenir? Est-ce que ça va quand même s'organiser en mai ou on va reporter? Parce que ça, c'est des événements à côté quand même. C'est ça. Normalement, tout est reporté ensemble. Normalement, tout est maintenu, mais à une date ultérieure. Donc, du coup, en principe, il n'y aura pas du tout ni in ni off pour le mois de mai-juin. Et tout sera reporté au novembre. On a évoqué des questions de financement parce que c'est un gros budget pour ça. C'est des œuvres d'art qui viennent d'un tout petit peu partout. Il faut les transporter dans d'excellentes conditions pour que ça puisse arriver. Peut-être la transition qu'il y a eu parce que février-mars, on était vraiment dans une période assez charnière. C'était la présidentielle, on était plus concentré sur cela. Ça a peut-être occasionné ce retard qui a été noté dans le financement. Mais il y a eu beaucoup dans l'agenda socio-économique. Voilà, beaucoup d'événements. Il y a eu beaucoup d'événements qui ont été reportés. Qui ont été reportés. Ça se comprend. C'est un peu c'est suite à ce report donc de dernière minute de la présidentielle. Ça crée ce qu'on appelle un effet d'entraînement. Et bien sûr, beaucoup de manifestations culturelles, socio-économiques en ont subi les contre-coups. Pour la Biennale aussi, il faut admettre que depuis un certain temps, comme il y avait pas mal de récriminations aussi d'acteurs culturels qui souhaitaient qu'on revoie un peu le format, l'organisation même. De la Biennale. D'aucuns étaient même beaucoup plus radicaux sur les bords parce qu'ils parlaient clairement de l'audit même de la Biennale. Donc pour vous dire qu'il y avait un malaise quand même chez les acteurs culturels et avec l'arrivée donc de ces nouvelles autorités, je pense que c'était la bonne décision à prendre, reporter pour qu'il y ait un climat moins passionnant, donc une atmosphère beaucoup plus sereine, donc pour pouvoir entrevoir, bien sûr, donc l'organisation de la prochaine Biennale, parce que quand même c'est l'activité culturelle phare dans notre pays, le Sénégal, en termes de positionnement, de marketing territorial, sur le plan culturel, donc se détache, sort du lot à travers donc cette Biennale. Il faudrait quand même que tous les acteurs culturels parlent d'une seule voix pour qu'il n'y ait plus d'antagonisme dans leur rang et qu'on puisse accueillir donc, disons, voilà, tout ce qu'il y a comme hôte de prestige ici à Dakar pour une Biennale vraiment réussie. Donc, vraiment, je crois que moi, ce report-là, je le comprends fort aisément. Si on reporte pour mieux organiser, c'est tant mieux. C'est tant mieux, oui. Parce qu'on organise dans de meilleures conditions, puisqu'il s'agit de l'image et du prestige finalement du et pour le Sénégal. rayonnement de l'art africain contemporain. De manière générale. Et quand c'est la 15e édition déjà. C'est mieux de reporter. On suivra évidemment toute cette actualité. Je sais qu'il doit y avoir bien des artistes qui sont malheureux. Novembre-décembre, 17 novembre. C'est la fin de l'année. Festive, c'est ça, oui. Il y aura du monde. Il y aura du monde et
ça nous fera plus d'activités justement pour célébrer la fin de l'année. C'est pas plus mal. Entre-temps, avec la production du premier baril. Donc, Gourgourlou pourrait même faire le déplacement, quitter Tiaounpeul, quitter Pire. Mais c'est d'ailleurs l'artiste Khalidou Kassé qui disait... Ça ne soit plus une affaire d'élite. C'est ça. Vas-y, Laura. C'est d'ailleurs l'artiste Khalidou Kassé qui suggérait que les premiers revenus du pétrole, à l'époque, Senghor disait qu'on devrait prendre 1% des revenus du pétrole pour aller les reverser directement à la culture. C'était à l'époque où il n'y avait pas encore de pétrole. Et Khalidou Kassé disait pourquoi pas, quand le pétrole va arriver ici au Sénégal en 2024, pourquoi pas prendre même 5% et les reverser directement à la culture. Ça permettrait largement de financer tous les acteurs culturels et les festivals, les moments importants tels que la Biennale. Ouais, c'est ça. Merci Laura. Parlons maintenant C'est une bonne nouvelle, le report. De la 8e édition du festival de marionnettes Djaram Art, c'est ça? C'est ça, la 8e édition. Donc c'est un événement qui s'est tenu la semaine dernière. Donc c'était la 8e édition du Festival international de la marionnette Djaram Art qui s'est tenu conjointement entre Dakar, Toubab Dialaw et Ndayan. C'est une initiative qui est portée par la marionnettiste sénégalaise Patricia Gomis, alias Mambi. On va regarder déjà un petit extrait de spectacle de sa part pour donner un petit peu l'aperçu aussi de comment la marionnette au Sénégal. On regarde. Tu veux ma fille? Prends. Je te la donne. La France, ce n'est pas comme l'Afrique. Moi, je guéris tout. Je sais tout. Et je vois tout. Je ne veux pas partir au village. Je veux rester avec toi, maman. Si je t'appelle, tu viens. Si je t'envoie, tu cours. Tu m'as encore gâté un matelas. Si j'ai chaud, tu fais quoi si j'ai chaud? Hein? Voilà. Tu me fais du vent. Ma tante, moi je ne veux pas me marier. Je suis un enfant. Dis-moi, c'est quoi ton problème? Bintou? Regarde-moi. Maudou, Zembe, Pate, Hassan, Ablaye, Cyprien, Safiatou, Awa, Fatou, Kiné, Lamine, Sidi, Soda, Sima, Sorna, Marie-Pierre, Marie-Paul, Marie-André. Moi, monsieur, moi, monsieur. Maman, je reviens quand? Allez, retour en plateau. On va suivre maintenant cet entretien avec Kekuta Kamara. Tout à fait, Kekuta Kamara qui fait partie de l'association Djaram Art et qui est justement lui aussi depuis, après avoir été encadré par l'association, directeur artistique de sa propre compagnie, donc la compagnie Yakar. Et en fait, l'association porte ce festival, déjà elle existe depuis 2005 et puis c'est la 8e édition. Donc ils ont proposé du 10 au 14 avril dernier des spectacles de marionnettes gratuits dans les 3 villes qu'on a citées tout à l'heure. On va écouter Kekuta Kamara qui va nous expliquer un petit peu quels étaient les objectifs de ce festival et de l'association de manière générale, mais aussi nous parler un peu des défis de la mise en scène dans le spectacle jeune public. Très bien. Bonjour, je m'appelle Kekuta Kamara, membre de l'association Djaram Art, directeur artistique de la compagnie Yakar. On a débuté ce festival qui s'appelle le Festival international des arts de la marionnette. Il y a toutes les compagnies qui sont là, qui sont venues de Belgique, Togo, Burkina Faso, France, Canada. Ils sont venus ici pour partager l'art de la marionnette vu qu'il n'y a pas beaucoup de spectacles marionnettes ou bien du jeune public qui se passe ici au Sénégal. Ce qui est très malheureux parce que nos enfants ont tendance à utiliser
des téléphones, des tablettes qui ne sont pas bien à leurs yeux. Donc, surtout les téléfilms, je pense que c'est plus beau à voir que d'avoir de regarder des spectacles en live avec de belles personnes. Comme ça, ils pourront avoir de l'expérience de vie. On peut transmettre des messages facilement à nos enfants. Comme ça, ils ne seront pas accros à leur téléphone. Tu vois. Et aussi, le but de Djarama, c'est de former des jeunes qui sont en galère, qui n'ont pas de métier, comme nous l'avons fait auparavant. Ils ont fait un programme qui s'appelle Yakar. Ils ont pris des enfants qui sont en danger. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire qu'il y a une association qui s'appelle Village Pilote qui récupère des enfants qui sont en danger. Donc, Djarama, ils sont allés là-bas pour recruter ces jeunes, les former pour qu'ils puissent avoir un métier, surtout le métier de l'art. Moi-même, qui est maintenant directeur artistique, j'étais à Village Pilote et je pense que c'est une chance quoi, pour nous, les enfants ici. Donc, c'est ça la mission de Djarama, former des jeunes, éduquer. Et ouais, c'est ça. La difficulté qu'on a, c'est surtout la répétition. Parce que tout le temps, on chante des trucs pour juste plaire aux enfants. Parce que jouer un spectacle pour un enfant, c'est très difficile. L'enfant ne ment pas. Il dit ce qui est juste. Il ne triche pas, quoi, par rapport aux adultes. Parce que l'enfant, pour lui transmettre un message, il faut le faire de façon, tu vois, tu ne le dis pas directement. Donc, par exemple, si tu veux faire une sensibilisation aux déchets, tu peux le faire d'une façon comédie, comme ça il pourra t'écouter. Si tu viens lui dire directement comme ça, là, il va dire, voilà, on va pas t'écouter. Donc, du coup, faire un spectacle pour un enfant, c'est très très difficile. Ça demande beaucoup de temps. Des fois, on crée des spectacles qui durent au moins... la création va durer au moins 2 ans, 3 ans même. Allez, retour en plateau. C'est vrai, créer des spectacles pour les enfants, c'est pas évident. C'est pas évident. Ça prend du temps. Il faut s'appliquer pour véritablement avoir leur attention. Et c'est ce qu'il nous expliquait tout à l'heure dans cet extrait. C'est ça, il expliquait aussi à quel point il faut rentrer un peu dans la psychologie de l'enfant. Parce que comme il disait, l'enfant ne ment pas, l'enfant ne triche pas. Donc pour pouvoir lui faire passer des messages, il faut avoir certaines techniques. Et c'est pour ça que les acteurs du secteur justement de la marionnette cherchent à toujours plus se former, toujours être accompagnés pour pouvoir permettre en fait à des jeunes comme Kekuta ou à d'autres de pouvoir avoir un métier dans ce secteur-là de l'art. Et justement, l'association Djarama est la seule en fait au Sénégal à pouvoir à proposer en fait de faire de la marionnette à des acteurs culturels. Et en fait, on peut dire qu'il n'y a même pas de statut du marionnettiste au Sénégal parce qu'ils sont les seuls à exister en fait. Donc ils essayent de mettre en place ce festival. Ils essayent de s'organiser en union internationale des marionnettistes pour pouvoir aussi encore une fois structurer le secteur. Et leur besoin actuellement, c'est vraiment de pouvoir être accompagnés. Ils demandent si possible même un fonds pour le théâtre, parce que c'est vrai que ça a été le cas pour le cinéma, ça a été le cas pour les cultures urbaines, mais pour le théâtre, ça leur manque encore et ils en auraient vraiment besoin pour pouvoir vraiment accompagner en fait tous les acteurs culturels et leur faire tourner aussi le regard aux artistes vers la marionnette, pourquoi pas. Il y avait une image à commenter, elle est déjà passée ou pas? Non, pas encore, oui, effectivement, on a quelques images qui vont passer. Donc justement, quelques extraits de ce festival. Donc là, c'était au Centre culturel Blaise Senghor. Il y avait l'un des spectacles qui était proposé aux enfants. Et justement, c'était un peu l'occasion de voir ce que ça donne, quel sentiment aussi ça procure un petit peu aux enfants qui, comme on l'a entendu tout à l'heure avec les spectacles avec les bébêtes, la Violette, on peut voir que voilà, c'est toujours des moments de rire, des moments de réflexion. On l'a vu, parfois ça va être pour jouer sur l'humour, parfois ça va être pour passer des messages un peu plus forts, comme avec la question des talibés dans le deuxième extrait de tout à l'heure. Et en dehors de ça, ils ont aussi organisé un symposium international juste après en fait le festival, au cours duquel ils ont réuni au Musée des Civilisations des acteurs culturels, des experts, un comité scientifique, des journalistes et autres, des personnes qui sont venues de différents pays pour parler un petit peu du statut de la marionnette
marionnettes dans leur pays, comment est-ce que ça s'organisait, tout ce que ça pouvait apporter. Et l'idée, voilà, c'est vraiment de pouvoir passer le message et de pouvoir faire la promotion de la marionnette. L'agenda culturel maintenant, ma chère Laura. Oui, on commence avec le festival film Femmes Afrique. C'est ça, le festival film Femmes Afrique qui revient aujourd'hui. Donc ça sera du 26 avril au 4 mai à Dakar et du 5 au 10 mai dans 10 autres villes du Sénégal, à Bargny, à Kaffrine, Kaolack, Kolda, Ziguinchor et autres. C'est la 6e édition et ce sera sur le thème urgence climatique et paix. Deuxième date, la journée du livre de Bakel. Tout à fait, donc ce sera la première fois que la journée du livre sera célébrée à Bakel. Ce sera demain, samedi 27 avril, la première édition pour sensibiliser les acteurs éducatifs sur l'importance de la lecture. Et ce sera sur le thème La vallée du fleuve s'ouvre au monde du livre à Bakel. On termine avec justement la projection du film Consortium. Tout à fait, alors le Consortium Jeunesse Sénégal va accueillir mardi la projection de films d'animation en Wolof pour les enfants justement qui seront proposés aux plus petits. Les parents et les enseignants aussi sont invités et ce sera à partir de 15h à l'espace Jeune Yakar à Guédiawaye. Et puisqu'on parle des enfants, on va maintenant donner la parole à Khadija Boussou qui est en plateau avec nous. C'est la co-organisatrice de la Kermesse de la Renaissance. Merci Laura. Je vais dire que c'est un événement caritatif parce que l'idée c'est de récolter des fonds pour pouvoir aider les enfants qui se trouvent dans des situations assez spéciales, j'ai envie de dire. Parce que présentant certains retards, on va revenir sur tout ça dans l'entretien avec vous. C'est ça. Je pense que c'est une belle transition parce que pratiquement tous les sujets de Laura rejoignent donc les préoccupations de notre deuxième invitée, Madame Bousso Khadija, comme tu l'as rappelé, donc la co-organisatrice de la Kermesse de la Renaissance. C'est bien ça, donc la Kermesse de la Renaissance. Alors, donc, comme l'objectif, c'est vraiment de lever des fonds, de mobiliser des fonds pour mieux faire face donc, à l'éducation assez particulière donc, de ces enfants-là. Alors, l'initiative est portée par 2 écoles, corrigez-moi si je ne me trompe pas sur la prononciation, les Chrysalides. Les Chrysalides et Mariam et Aïda. OK. Et voilà, le groupe scolaire Mariam et Aïda. Est-ce que vous ne pourriez pas nous présenter un peu ces deux structures-là, leur vocation et tout? Exactement. Déjà, je vous remercie d'être présente sur ce plateau. Donc, c'est une émission que je trouve très intéressante parce que parfois, je la suis. Merci. Donc, merci à vous. Donc, je m'appelle Khadija Bousso. Je suis la directrice adjointe de l'école Mariam et Aïda. Donc, nous, chaque année, nous organisons une kermesse et on est à la 3e édition. Donc, on est en partenariat avec les Chrysalides. Mais en fait, c'est plutôt Fun Event qui est associé à Chrysalides. Et également, il y a BD Passion qui est associé à Mariam et Aïda. Donc, BD Passion est un club de loisirs. Et il y a également une bibliothèque spécialisée dans les bandes dessinées. Donc nous sommes en partenariat, nous organisons une kermesse chaque année, comme je viens de le dire. Et cette kermesse nous permet de lever des fonds pour les enfants en difficulté, c'est-à-dire les enfants à besoins spécifiques. Parce que dans notre école, 30% des enfants sont des enfants à besoins spécifiques. Donc des enfants qui sont en difficulté, donc nous les accueillons. Donc c'est une école d'inclusion. Donc nous les mélangeons avec les autres enfants classiques. Et pour les aider à mieux se concentrer, notre système d'éducation est basé plus sur la concentration, la lecture. En parlant de lecture, nous inculquons aux enfants le goût de lire. Déjà, nous avons une bibliothèque de plus de 4000 livres. Donc, voilà, c'est un peu ça. Donc, pour la kermesse, ce sera le samedi 27 et le dimanche 28 avril, c'est-à-dire demain et après-demain, au monument de la Renaissance africaine. Donc nous sommes là de 11h à 18h. C'est peut-être pour ça que vous surnommez cette kermesse la kermesse de la Renaissance. Exactement. Parce que ça se tient au monument de la Renaissance. 30% de votre effectif, ce sont des enfants à besoins spécifiques. Est-ce que vous pouvez revenir justement sur ces spécificités-là? C'est des enfants présentant quel genre de retard, par exemple? D'accord. Donc, comme je viens de le dire, c'est des enfants à besoins spécifiques. Donc, les autistes précisément. Donc, il y a retard de langage, donc difficulté de concentration, des choses comme ça. Donc, nous nous basons plus sur cela pour, en fait, essayer de les aider, de mieux les comprendre. Voilà, exactement. Donc, raison pour laquelle, en fait, nous les accueillons. Alors, quelles sont les difficultés auxquelles vous faites face généralement dans la prise en charge de cette catégorie d'enfants?
J'avoue que c'est pas facile du tout. J'imagine bien. Oui, mais bon, on est tous les jours avec les enfants, on les comprend, donc je dirais plutôt que c'est pas une chose qui est compliquée. Donc voilà, nous les gérons bien. Mais ça demande quand même une formation assez pointue, hein? Exactement. Beaucoup de qualités humaines. Exactement, par beaucoup exemple, de qualités l'empathie. humaines. De l'empathie. Et puis, est-ce qu'il y a des structures qui distillent de telles formations? Des encadreurs spécialisés, Voilà, par spécialisés. Exactement, parce qu'à l'école, nous avons des éducateurs spécialisés. Spécialisés. Voilà, nous avons également des classes de transition, parce que nous avons déjà les classes classiques et les classes de transition. Donc, il y a certains enfants qui vont faire des allers-retours sur les classes classiques et les classes de transition. Voilà, c'est comme ça, en fait. Laura? Oui, alors déjà, saluer l'initiative, hein, bien sûr. En plus, pour une 3e édition, c'est assez positif. Oui, et puis surtout de voir un petit peu comment vous avez décidé de vous allier aussi avec une autre école pour pouvoir peut-être aussi agrandir les effectifs et permettre à de plus en plus d'enfants de participer. Et c'est vrai que c'est le choix de la lecture, évidemment, qui m'a un petit peu interpellée, vu que c'est comme on le disait avec Bakel, demain et dimanche, ce sera l'occasion de promouvoir la lecture avec les enfants. Quels sont les défis auxquels vous faites face, justement, dans cette promotion de la lecture avec les enfants les plus jeunes et avec ceux qui présentent des spécificités? D'accord. Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, nous voulons les inculquer le goût de lire, donc de comprendre. Ce qui fait que, en fait, chaque week-end, un enfant va partir avec un livre. Donc, ils ont accès libre à la bibliothèque. Donc, c'est eux-mêmes qui vont choisir les livres. Donc, chaque week-end, ils choisissent des livres et partent. Donc, ce sont les parents qui vont se charger de lire, d'expliquer, etc. Donc, c'est un peu ça. Comme ça que ça va se passer. Et ça demande beaucoup de patience chez les parents, parce que moi, ma fille, elle me fait lire toujours les mêmes passages. Voilà. Oui, et les enfants sont comme ça, en fait. Donc c'est tout à fait normal. Je pense que des fois, peut-être c'est un malin plaisir pour elle de me perturber, surtout quand je regarde le JT. C'est à ce moment-là qu'elle vient pour me dire, lis-moi ce passage. C'est le même passage. Je faisais comme ça, en fait. Parce qu'il y a des parties sur lesquelles, en fait, les enfants s'appesantent. Il a mémorisé. En fait, donc, il fatigue les adultes. On va revenir sur ça. C'est comme ça. Donc, c'est tout à fait normal. Donc, c'est tout à fait normal. Oui, c'est tout à fait normal. Je comprends alors. Sur un match ou bien sur le journal, elle vient. On est pour la question de l'attention que l'enfant recherche. Exactement. Même lire. Et ensuite, elle aime ou il aime peut-être ce passage-là particulier. Je crois que tous les parents vivent ça. Hein, on vit tous ça. Même pour l'écriture, c'est comme ça. C'est tout à fait normal. Pour l'écriture, c'est oui, c'est pareil. Comme quoi, il faut être vraiment bienveillant. Bien sûr. Très patient même. Le programme de cette kermesse. Bon, donc, nous serons là de 11h à 18h. Donc, il y a plusieurs stands, plus de 30 stands de jeux. Donc, il y a également une garderie gratuite. Il y a également de la restauration. Il y a également, ce qui est très important, c'est la chasse au trésor. Ce n'est pas seulement, en fait, une simple chasse au trésor. C'est un événement à faire en famille. En fait, une activité à faire en famille. On vient, on reste avec les enfants? Exactement. On ne peut pas vous les confier et partir, non? Si vous voulez, vous pouvez confier. Mais en fait, moi, je conseille en fait de faire la chasse au trésor avec les enfants. Parce que l'année dernière, il y avait en fait une famille qui était venue. La famille avait commencé à laisser les enfants faire des jeux et tout et tout. Donc, il y a également un couple qui aidait d'autres personnes à trouver des indices et autres. Mais en fait, à la fin, ils sont venus pour dire qu'en fait, eux aussi, ils veulent participer. Donc finalement, je les ai vus en famille, courir un peu partout, chercher des indices. Voilà, et tout, voilà. En plus, ça stimule le cerveau parce qu'il y a des indices à chercher, à peu près 15. Et si vous trouvez tout, il y a beaucoup de lots à gagner. Donc, des smartphones de dernière génération. Il y a également, oui, bien sûr. Il y a une dame qui a gagné une télévision. Elle a tellement crié. Voilà. Donc, c'est pour quand ça? Demain, le 27. Demain et dimanche. Oui, demain 27 et dimanche 28, au Monument de la Renaissance. Demain 27, voilà. Mais le jeu là en question, c'est pour demain ou bien le dimanche? Les 2 jours. C'est sur les 2 jours. Les 2 jours. Il y a beaucoup d'énigmes à résoudre. Donc, et c'est intéressant de faire ça en famille. Ça, on donne des idées. Hein? Voilà. Donc, je vous invite tous à venir parce que nous ne ciblons pas seulement l'école et les élèves. Nous ciblons tout le monde, en fait. Donc, c'est un événement convivial, voilà, un événement familial. Et les enfants vont adorer.
Ah, oui. Et c'est donc demain samedi et dimanche également, disons durant le week-end. Exactement. À la place au monument de la Renaissance, c'est bien cela. Donc venez avec les enfants en famille pour passer d'agréables moments au cours de cette kermesse de la Renaissance. Belle initiative, merci d'être passé sur ce plateau de Quinqueliba. Et puis vous avez également nos encouragements quand on parle d'éducation inclusive. Votre école est un exemple et on devrait aller davantage vers cela pour la prise en charge des enfants à besoins spécifiques. Laura, merci. Merci à vous. On arrive à la fin de l'émission. Merci pour cette émission. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine Vendredi. pour plus de culture. Pour plus de culture. J'aime bien le mot. Je vais garder ça. Mon cher Ban. Merci. Merci à toi. Je vous invite à nos téléspectateurs à aller sur la page de Quinqueliba. Ah oui. Il y a de très belles choses qu'ils font. Voilà, c'est toi qui gères la page maintenant. Et entre parenthèses, très belle mise. Très belle mise ce matin. Je suis ami par la RTS. C'était durant la CAN. Ça c'est Sartoricène. Oui. C'est bien fait. Merci. Très joli. Mon cher Alioune, bon week-end. Bon week-end à toi. À lundi. Et on se rend rendez-vous au monument de la Renaissance. Voilà, une compétition entre le famille Khan et Senghor. Moi, je suis plus sur Thiès. J'ai envie de voir le derby Casa Génération. Oui. Il veut y aller. Alors, moi, je suis plus dans le sport. Venir alors. Il y a même des réfrigérateurs, micro-ondes et autres. Les gogos, donnez rendez-vous. Les réfrigérateurs, il est 8h. Merci aux équipes techniques qui les ont accompagnés tout au long de cette semaine dans la réalisation de cette émission. Merci à vous de votre fidélité et de votre curiosité. Le magazine tire à sa fin. Merci à Ruby Création qui m'a habillé joliment ce vendredi. Passez un agréable week-end et quoi qu'il arrive, gardez le sourire. Au revoir. Gotta wake up early in the morning, a long way but go because I gotta find my way. The Lord need to stand up, get the better warning, which makes me know where is the line, what's left to